le budget n'est pas trop passé pour l'instant. Est-ce qu'il passera un jour? On ne sait pas trop. Alors pour résumer très très rapidement, ça a été la fin des discussions en séance, donc pas en commission, en séance à l'Assemblée nationale pour ce qui est du volet recettes du projet de loi de finances. Donc le projet de loi de finances, c'est le budget de l'État. Et là, du coup, commencent en séance les discussions autour du volet recettes aussi, mais cette fois-ci du PLFSS, du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc c'est deux budgets séparés. Et il semblerait, pour l'instant, de ce que j'ai essayé de suivre, même si moi j'ai de plus en plus de mal à garder ma concentration sur ces sujets-là parce que ça se répète un peu, de ce que j'ai cru comprendre, ça a l'air d'être à peu près la même dynamique sur l'analyse du projet de loi de finances de la sécurité sociale que ça a été sur le projet de loi de finances, quoi. Donc est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus? Ouais, alors comme toi, moi aussi j'ai un petit peu de mal à garder ma concentration et mon intention, mais malgré tout, on essaie de s'accrocher. Et là, ce qu'on peut dire d'abord, c'est que sur le PLF, donc on était sur la partie recette, tu l'as dit, il y avait un nombre record d'amendements, 3600 amendements, qui devaient être discutés avant que le PLFSS, donc le budget de la sécurité sociale cette fois, ne soit examiné dans l'hémicycle. Donc en fait, voilà, il y a forcément un jeu de chaises musicales parce qu'il y a un temps imparti pour chacun, sauf que ça, voilà, les députés n'ont pas pu examiner tous les amendements. Il en reste encore 2000 aujourd'hui. Donc, il en reste encore un certain nombre. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le PLF partie recette est mis en pause le temps que le PLFSS partie recette, encore une fois, soit discuté, soit examiné, avec son lot d'amendements aussi. Et le PLF va revenir normalement à l'Assemblée parce que il y a la possibilité, enfin, le délai court, la possibilité d'examiner le PLF partie recette court jusqu'au 23 novembre. Donc en fait, ça dépendra du temps que prendra le PLFSS partie recette à l'Assemblée, parce qu'en fait, il y a un délai de 40 jours global pour les députés pour examiner la partie recette. Ensuite, la question, une fois que on aura passé ce délai des 40 jours, qu'on sera arrivé au 23 novembre, arrivera le moment du vote ou pas vote. Parce que ce vote-là, normalement, il devait arriver le 4 novembre. En fait, c'est ce qu'espérait le gouvernement pour qu'en fait, en gros, on en soit débarrassé. Ensuite, place au PLFSS. Comme ça, pendant ce temps, le PLF partie recette va au Sénat. Ça n'a pas été possible. Donc le 23 novembre, jusqu'au 23 novembre, normalement, pourrait y avoir un vote. On verra ce que ça donnera. D'abord, on verra si les amendements pourront être discutés avant et donc votés. Est-ce qu'il y aura un vote ou pas? S'il y a vote positif pour le PLF partie recette, excusez-moi si c'est un peu technique. Oui, c'est un peu technique. S'il y a vote positif, donc en fait c'est le texte voté par l'Assemblée nationale avec les amendements des députés de l'Assemblée nationale qui partira au Sénat. Si pas, c'est le gouvernement qui décide de la copie. Donc en fait, il peut décider d'envoyer sa propre copie, la copie originale. Et donc là, en fait, les députés auront voté pour rien. Oui. Mais et là, on va aller vers la première séquence, c'est-à-dire que Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, s'est engagée à quelque chose. Je la laisse peut-être parler. Yes, le premier extrait. Donc oui, ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, vous en souvenez peut-être, ça fait un petit moment qu'elle est dans la Macronie, elle avait déjà été ministre auparavant, je pense qu'elle avait été ministre de la Transition écologique à la fin du premier mandat de Macron, au début du second, je me souviens plus exactement. Et je crois qu'elle était ministre des PME aussi. Enfin, elle a eu un certain nombre de portefeuilles. C'est une soldat de la première de la Macronie. Elle vient de la droite. Elle s'en cache pas. Et donc voilà. Et là, c'est elle qui est à la manœuvre, qui est en première ligne pour défendre ce budget. Ok, bon courage. C'est tout ce que j'ai à dire. Ce que je peux vous dire, et c'est une annonce, c'est que le Premier ministre et tout le gouvernement... Dites-moi si le son est assez fort sur les extraits, parce que là, je n'ai pas le mixeur audio, j'ai une petite boucle, je vois pas. Donc si jamais le son est un peu faiblard sur les extraits, dites-le moi sur le chat. S'engage à ce que ce qui si est bon, fait aujourd'hui comme travail et qui est assez inédit, qui prend son temps, parce que nous sommes dans une situation où nous avons renoncé au 49.3, tous les amendements votés, le gouvernement s'engage, selon les configurations politiques qu'ils permettront, de les transmettre au Sénat. C'est important ce que je vous dis, parce que ce qu'on fait, c'est pas une mascarade, c'est pas du théâtre. Oui, parce que là où certains disent, ça sert à quoi? Ils discutent, ils font des compromis, mais à la fin, ça marchera pas. À la fin, moi je vous dis, on a renoncé au 49.3. Le Premier ministre s'est engagé à donner... Alors cette histoire de renoncer au 49.3, je coupe pendant l'extrait, mais c'est en train de prendre l'eau, non, un petit peu cette histoire. Enfin, c'est en train de prendre l'eau. Moi, je me dis, soit ils vont finir par l'utiliser, soit, dans tous les cas, avec ou sans 49.3, ça ne changera pas grand-chose, puisque, comme tu l'expliquais, le processus parlementaire fait que, au bout d'un certain délai, si le texte n'a pas été voté, on peut très bien retourner à la copie initiale et passer en force, par exemple, par ordonnance par la suite. Donc, est-ce que c'est encore pertinent de parler de l'utilisation ou non du 49.3 ? Comme tu le dis, d'abord, on peut passer par ordonnance.
on peut aussi imaginer que le 49.3 revienne avec leurs arguments permanents de responsabilité, il faut un budget pour l'État, etc. etc. Et puis aussi, il y a la question de la possible CMP aussi, parce que commission mixte paritaire. Commission mixte paritaire. En gros, s'il n'y a pas d'accord, si ça bloque à l'Assemblée ou au Sénat ou aux deux, le gouvernement peut décider de convoquer une CMP. Normalement, c'est censé être représentatif des deux chambres, mais sauf qu'on sait que le Sénat penche largement à droite, l'Assemblée est morcelée, donc ça va donner une CMP qui va plutôt pencher à droite. Donc à ce moment-là aussi, le gouvernement et Amélie de Montchalin a beau jeu de parler de parlementarisme, d'ouverture, etc. Alors qu'en fait, finalement, on va en revenir malgré tout à la philosophie initiale du gouvernement sur ce texte. Oui, c'est ça. Donc cette histoire de 49.3, ça serait bien d'arrêter d'en parler. De toute façon, c'est un peu ce qu'on va voir après, parce qu'on a aussi un extrait d'Olivier Faure. C'est qu'il y avait plusieurs conditions qui étaient censées être... Enfin, on va regarder la suite de l'extrait quand même. Il y avait plusieurs conditions qui étaient censées être sine qua non, c'est-à-dire la non-utilisation du 49.3, mais ça c'est de moins en moins pertinent d'en parler, et aussi l'adoption d'une taxe Zuckman ou d'un compromis autour de la taxe Zuckman qui a été rejeté fin de semaine dernière. Donc c'est-à-dire que le PS était en mode on a un plan, on a des conditions, il faut s'y tenir sinon on va censurer. Et là petit à petit on est en train de découvrir que leurs conditions, soit elles n'ont pas été respectées, soit elles servent à rien. Complètement. Donc, c'est ça en fait, il y a la taxe Zuckman qui a été rejetée par l'Assemblée nationale, mais il y a aussi un certain nombre d'amendements qui ont été votés qui vont dans le sens contraire de ce que porte le Parti socialiste. Donc c'est assez étonnant de les voir toujours refuser de censurer le gouvernement, parce que la taxe Zuckman, on l'a dit, il y a les holdings patrimoniales aussi. En fait, finalement, on n'y touche pas. Il y a un pacte du Trade qui est aussi une niche fiscale, en gros, qui est la niche fiscale préférée des entrepreneurs, des grands patrons, qui permet en gros d'exonérer d'impôts 75% des biens professionnels. Là, en fait, finalement, préservés. Oui, c'est ça. C'est dans le cadre d'un héritage intrafamilial pour les fameuses entreprises familiales. Sauf qu'on se dit, c'est nos petites entreprises familiales, nos petits artisans, un artisan boucher qui va léguer sa boucherie à son fils. Et en fait, non, c'est Bernard Arnault qui lègue des centaines de milliards d'euros de patrimoine et de capital directement à son fils déjà milliardaire. C'est ça, exactement. Et tout ça, on lève les mains, on n'y touche pas. Et alors que c'était censé être des lignes rouges pour les socialistes. Alors, je vais faire de la promo pour la maison, parce que dans l'UMA du jour, il y a une interview d'Olivier Faure. D'ailleurs, c'est marrant, je ne sais pas si vous voyez la construction de la une, mais il y a Olivier Faure qui dit « ce n'est pas assez, mais nous avançons », et en dessous, un budget de casse et de classe. Donc ça, c'est intéressant de voir l'opposition entre les deux. Mais ce que dit Olivier Faure, en gros, c'est en gros, nous, on cherche à discuter et pas à censurer. Il dit en gros que le Parti socialiste a réussi à faire disparaître la suppression des jours fériés. Bon, ça, c'est pas vraiment le Parti socialiste qui a réussi à l'obtenir, c'est plutôt Le Cornu qui l'a amené en premier geste d'ouverture. C'était déjà sous le gouvernement Le Cornu 1 qui a duré 14 heures. Déjà, il n'était plus question des jours fériés. C'était vraiment le truc du budget de Bayrou. Et même, de toute façon, la plupart des gens qui analysent la situation disaient ces 2 jours fériés, c'est tellement impopulaire que Bayrou, son plan, c'était probablement de dire j'enlève pas les 2 jours fériés, mais je vous fais passer tout le reste en force. C'est ça, c'est exactement. Là, reparler encore des jours fériés en novembre 2025, je trouve que ça montre bien que la pêche est maigre, quoi. Oui, exactement. Donc en fait, on finit par se darguer d'une victoire qui n'est pas vraiment une victoire et qui n'est même pas en plus sa propre victoire. Donc ça dit quand même quelque chose. Et après, il poursuit en disant nous avons réussi à obtenir l'abandon de la fiscalisation des malades en affection longue durée. Nous avons obtenu la suspension de la réforme des retraites et un nouvel impôt sur la fortune qu'il faut encore corriger, le dégel des pensions de retraite et des minima sociaux et 1 milliard d'euros pour l'hôpital. Tout ça est malgré tout discutable. Et puis surtout, en fait, on l'a dit, là pour l'instant, rien n'est sûr. On voit que la discussion est suspendue et que ça va aller vers le Sénat. Le Sénat est largement de droite, donc en fait, ils vont forcément droitiser l'ensemble de la copie. Donc en fait, encore une fois, on se targue de victoires qui n'en sont pas encore, qui n'en sont pas d'abord, et puis qui ne sont même pas certaines. Donc en fait, et malgré ça, le PS dit oui, mais si on censure, ce sera pire, ce sera le chaos. Donc en fait, on revient sur ces éléments de langage originels et qu'on connaît depuis François Bayrou et Michel Barnier. En fait, c'est un jour sans fin. C'est aussi pour ça peut-être qu'on se lasse. C'est pour ça qu'on se lasse. Alors il y a Sophie Pic sur le chat qui résume bien la situation. Les lignes rouges des socialistes, c'est comme l'horizon. Si tu essayes de t'y approcher, elles s'éloignent tout autant. C'est assez bien dit. C'est ça, c'est bien dit. Ça résume bien ça. C'est ça, exactement. Et puis
j'avais noté aussi un petit message un peu plus haut qui disait, en gros, c'était une question. C'était est-ce qu'on vote, est-ce que les députés votent, voilà, est-ce qu'ils votent chaque amendement et après ils revotent le global? Oui, en fait, ils votent chaque amendement. Du coup, après, ça change la copie, ça s'insère dans le texte final, et le texte final avec tous les amendements est voté par l'Assemblée nationale. Voilà. Et donc à partir de là, soit il est voté, parfait, il part au Sénat, soit il n'est pas voté, et puis là, ça devient un peu plus technique. D'ailleurs, ça c'est le processus parlementaire pour toutes les lois, que ce soit un projet de loi de finances ou pas un projet de loi de finances, un projet de loi organique, une proposition de loi, pas un projet de loi. Bon, c'est plein de trucs un petit peu différents, mais en tout cas, il y a un point commun, c'est que c'est toujours comme ça que ça marche à l'Assemblée nationale. D'abord, on dépose des amendements pour modifier le texte de loi, et si les amendements sont votés, le texte de loi est modifié, et à la fin, on vote le texte de loi dans son intégralité, amendé ou pas en fonction de la situation. C'est assez compliqué. Puis là, on arrive dans une situation justement de crise de régime et de crise du parlementarisme en France. Et aussi, on n'a pas un bac+8 en droit constitutionnel. C'est assez dur de prédire vraiment ce qui va se passer. Ouais, mais c'est vrai que la période est intéressante de ce côté-là, parce qu'en fait, on découvre aussi que certains ressorts constitutionnels et parlementaires, mais on voit aussi surtout que là, le jeu est bloqué, en fait, finalement. Et donc, on va vers une zone d'incertitude. Tu parlais tout à l'heure des ordonnances. C'est vrai que, en fait, on s'y achemine. Malheureusement. Et là, à ce moment-là, se posera la question de ce que feront les socialistes. Alors, je crois qu'on a une séquence de... On s'arrête là sur Amélie de Montchalin ? Je pense. Moi, j'ai eu ma dose. 4 secondes de Montchalin le matin. Ouais, ça suffit. Ouais. Oui, programme un peu hardcore. Alors, on a un programme un peu hardcore aujourd'hui parce qu'on va parler de Zemmour, de Bardella, Montchalin est fort. Là, ça commence avec vraiment des trucs soit barbants, soit gerbants, en fait. Mais on va quand même parler de Zoran Mamdani. Donc il y aura quand même des nouvelles réjouissantes aujourd'hui. C'est un petit peu le moral. Ouais. Exactement. Ok, donc Olivier Faure, justement, qu'est-ce qu'il a à en dire de toute cette situation ? Alors, spoiler, il va probablement se noyer dans des éléments de langage inefficients. Faure, vous êtes raisonnablement optimiste sur les chances de trouver un accord sur le budget ? Raisonnablement optimiste ? Je pense qu'il y a un chemin étroit, mais qu'il existe. Et ce que je vois aussi, c'est qu'à la fin, puisque nous sommes désormais 149.3. Nous aurons le choix entre deux situations. Soit de reprendre, soit que le gouvernement fasse une loi spéciale sur la loi de finances, et donc ce sera le budget de l'an passé, mais amputé des 10 milliards qui étaient les 10 milliards de surtaxe IS, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'imposition des plus grandes fortunes et des grandes entreprises, parce que ça, pour des raisons techniques que je ne vais pas expliquer là, mais ce n'est pas possible. Et sur le PLFSS... On voit qu'il est un peu dans le même embarras que nous, Olivier Faure, finalement. Il est en mode c'est un peu technique, on ne va pas rentrer dans les détails. Je ne suis même pas sûr que lui-même ait bien compris tous les tenants et aboutissants techniques de la situation. Un peu comme nous, là, il a l'air tout aussi paumé que les observateurs. C'est clair, je ne sais pas si c'est dans son intérêt aussi de rentrer dans les détails techniques, parce qu'on le voit, il n'a pas non plus obtenu grand-chose. C'est mieux de dire, vous inquiétez pas, on a obtenu c'est technique. Ce sera forcément par ordonnance. Et les ordonnances reprendront le projet initial. Ça veut dire que vous retrouverez tout ce qu'on ne veut pas, le gel des pensions de retraite, le gel, etc. Et donc, c'est à ça que nous sommes conduits. Donc, moi, ce que je cherche, c'est à faire en sorte que nous soyons utiles aux Français et que nous puissions dégommer toute une partie de ce qui est forcément inimaginable pour nous. Et puis après, effectivement, permettre l'adoption de ces budgets. Ce qui veut dire que c'est pas clair. Non, c'est pas clair. C'est pas clair, mais on voit encore une fois les éléments de langage socialistes depuis près d'un mois. C'est-à-dire qu'en fait, on veut se montrer utile, on veut se montrer responsable. On sait très bien, je pense, quel sera le point final, quel sera le point d'atterrissage. C'est-à-dire que ce sera en fait ce sera le budget initial du gouvernement, voilà. Mais je pense qu'on joue l'avenir, on joue un positionnement aussi. C'est regardez, nous sommes la force constructive qui n'est ni macroniste ni de gauche radicale. Nous, on joue le jeu parlementaire, on joue le jeu démocratique, on essaie de ramener un peu de justice fiscale. À la fin, ils n'y arriveront pas, mais on a essayé. Et puis, en plus, ils auront le beau rôle, en tout cas, en appuyant peut-être sur le bouton rouge qui fera que le gouvernement sera renversé. Donc, le fameux bouton rouge de la censure. Et je pense qu'on peut finir un petit peu cette séquence là-dessus, parce que là, au final, la seule vraie question un petit peu qui se pose, si même on veut repolitiser, on va dire, tout ça, parce que là, c'est très technique, une vision assez gestionnaire, finalement, de l'État. On pourrait appeler ça comme ça.
Et ce qui pourrait se passer, par contre, éventuellement, c'est que le PS appuie sur le bouton rouge, comme quand tu disais, pas pour lancer la grève générale cette fois-ci, mais pour censurer le gouvernement. Auquel cas, vu que le NFP, ou on va dire ce qui reste du NFP sans le PS, de toute façon, on voterait la censure. Ils ont voté toutes les censures jusque-là. Et le RN le dit depuis très très longtemps, on veut la censure, on veut une dissolution, parce qu'en cas de législative anticipée, on va augmenter notre nombre de sièges à l'Assemblée, ce qui est fort possible, hélas. Donc, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que le PS déjà pourrait censurer, et surtout, si le PS censure, est-ce que Macron va dissoudre derrière? Parce que jusque-là, il disait, il l'avait dit Macron là au moment où justement la question de la censure se posait et que le gouvernement a failli se faire censurer. Il a dit que toute motion, il a dit ça comme ça. Il a dit ça comment? Il a dit une motion de censure vaut pour motion de dissolution. Ouais. Il a dit ça. Donc il a vraiment dit, si ça censure maintenant, je vais dissoudre parce que j'ai plus trop le choix. Mais est-ce qu'il aura encore le choix si jamais le PS censure, et si jamais le PS censure trop tard? Notamment, il y a une histoire un petit peu de date limite, de date de péremption pour une éventuelle dissolution qui serait le 15 novembre, parce qu'après sinon en termes de calendrier on ne pourra pas faire de loi spéciale pour reconduire le budget, je sais pas quoi. Donc toi, est-ce que tu penses que le PS pourrait finir par censurer, et surtout est-ce que tu penses qu'une censure cette fois-ci ouvrirait une dissolution? Enfin je te dis est-ce que tu penses, mais personne n'a la vraie réponse parce que sans ça non, personne n'a la vraie réponse, c'est clair, mais c'est une bonne question, et c'est aussi je pense que c'est déterminant dans le comment dire, pour essayer de comprendre pourquoi les socialistes ne censurent pas. Je crois que les socialistes ont peut-être une certaine crainte, je vais pas dire peur, mais plutôt crainte d'un retour aux urnes, parce que voilà, qui dit législative dans le paysage actuel dit forcément une extrême droite au plus haut, une gauche morcelée en difficulté, va y avoir une bataille des circonscriptions, et d'ailleurs dans l'entretien qu'il donne à l'UMA ce matin et qui est disponible en ligne, il en parle un petit peu. Et en gros il dit mais s'il y a dissolution ou si il y a imaginons une démission ou destitution comme le veulent les insoumis d'Emmanuel Macron, on va se retrouver avec une élection à préparer, législative ou présidentielle, dans 3 semaines, un mois et demi, avec une extrême droite à plus de 35%, un camp progressiste rabougri, divisé. Donc comment on fait? Et donc lui ce qu'il dit en gros, c'est on fait le pari du temps long. En fait il faut préparer l'après, il faut montrer que la gauche dans toutes ses composantes est le camp qui va ramener des petites victoires pour le pouvoir d'achat, pour le bien vivre de chacun, et après on verra. Donc en fait je pense que les socialistes ne misent pas sur une échéance électorale à court terme. En tout cas, je crois même qu'ils ne l'espèrent pas. D'où peut-être le fait de jouer la montre. Moi, j'imagine qu'ils n'y croient pas totalement au fait que finalement on va atterrir sur un budget de compromis, etc. Oui. Mais le problème, c'est que le problème pour eux, c'est que si on n'y arrive pas et qu'ils ne censurent pas, là, ça va marquer un véritable renoncement, renoncement plus grand encore que les autres. Est-ce que ça ne serait pas du suicide politique, quoi, sachant que la Macronie là, est dans un état de décrépitude extrêmement avancé, donc si le PS, je sais pas, il est possible que la Macronie entraîne le PS avec lui dans sa chute, quoi. Ce qui, pour tout un tas d'électeurs de gauche, serait pas forcément une mauvaise chose par ailleurs, mais du point de vue du PS, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc il y aurait aussi peut-être la solution de censurer trop tard pour ouvrir à une dissolution, parce que Macron il dirait je vais pas dissoudre maintenant, sans ça il n'y aurait pas de budget, parce que de ce que j'ai cru comprendre, s'il dissout après le 15 novembre, il y a un truc de calendrier qui fait qu'il ne pourrait même pas passer une loi spéciale de reconduction du budget. Donc la loi spéciale de reconduction du budget, c'est celle qui a été utilisée d'ailleurs l'année dernière. Comme Barnier a été censuré, il n'y avait pas de budget pour l'année 2025. Du coup, ils ont temporairement reconduit le budget de l'année précédente, ce qui n'est pas optimal, on va dire, d'un point de vue budgétaire, mais bon, on peut le faire, c'est pour un peu sauver les meubles, on va dire. Et après, il y a eu un budget qui arrivait un peu en retard, le fameux budget Bayrou du début d'année. Mais là, de ce que j'ai cru comprendre, si jamais Macron dissout après le 15 novembre, en fait, il n'aura pas le temps, par rapport au calendrier, de faire passer cette loi spéciale de reconduction du budget, auquel cas on pourra avoir éventuellement un vrai scénario de shutdown un peu à l'américaine, où du coup on pourrait collecter l'impôt mais on pourrait pas le dépenser, on pourrait pas payer les fonctionnaires, auquel cas il y a même une théorie, et je crois que c'était l'Humanité qu'on avait parlé, il me semble que c'est Benjamin Morel, le constitutionnaliste, qui avait dit ça dans l'UMA, auquel cas il pourrait même dire je vais prendre l'article 16 pour prendre les plans pouvoir, parce que de toute façon là c'est ça, où on n'a pas de budget, où il y a un shutdown, quoi. Complètement. Donc tout ça pour dire que le PS pourrait aussi faire la stratégie de censurer suffisamment tard pour que Macron dise « je ne peux pas dissoudre, c'est impossible de dissoudre », auquel cas ils auraient un peu, on va dire, ménagé le chèvre et le chou en disant « on a censuré, on n'a pas trahi ». Mais derrière, on ne s'est pas mis en danger électoralement par rapport à une dissolution. Ouais, c'est ça. Et puis tu parlais de l'article 16. Il y a quelques semaines, j'en parlais avec des conseillers d'Emmanuel Macron, justement. C'était pour un papier sur la démission, enfin sur la chute, plutôt de François Bayrou. Ouais. Et en fait, il me racontait qu'il y a quelques mois, des constitutionnalistes, une armée de constitutionnalistes apparemment, ont été consultés par la présidence
pour savoir si justement un shutdown, comme tu le dis, à la française, enfin à l'américaine, mais du coup la version française, est-ce que ça entrerait dans la possibilité d'activer l'article 16? Parce qu'en fait, il faut que le fonctionnement de l'État soit entravé. Je n'ai plus exactement la formule, mais voilà, c'est un petit peu ça l'esprit. Et la réponse, elle n'était pas, comment dire, unanime, parce qu'en fait, il y a des débats là encore de constitutionnalistes, mais la réponse était plutôt oui. Donc en fait, c'était envisagé, c'était dans un coin de l'esprit de la présidence pourquoi pas l'article 16. Mais là, on ne peut pas imaginer que l'article 16 soit dégainé sans qu'il y ait une mobilisation incroyable. Pour moi, ça serait la révolution s'il fait ça. Enfin, l'article 16, à la base, ça a quand même été plus ou moins designé par De Gaulle au cas où la Wehrmacht marcherait sur les champs. Quoi. C'est un peu ça l'idée de l'article 16. Pour des raisons budgétaires, pour moi, ça paraîtrait surréaliste que Macron fasse ça. Pour le coup, là, ça serait le retour des gilets jaunes, mais sous stéroïdes et avec des fourches vénères. Quoi. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, il y a Longos sur le chat qui dit sauf qu'en France, on peut reconduire le budget précédent. Oui, mais justement, s'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale et des législatives anticipées trop tard dans l'année et que la France n'a pas de budget, et ben là, on se retrouve dans le cas de figure où en fait, il n'y a pas le temps de faire. Parce que comme il y a les législatives anticipées, il n'y a pas le temps de faire la loi spéciale de reconduction du budget. Alors après, tout ça, c'est sur le papier, tout ça est très théorique. Donc, c'est pour ça qu'il y a un scénario où le budget ne pourrait même pas être reconduit. Et c'est pour ça que, passé le 15 novembre, a priori, Macron ne pourrait pas se permettre de dissoudre. Parce que s'il dissout derrière, ça veut dire qu'il doit prendre les pleins pouvoirs derrière. Bon, c'est un peu foireux cette histoire. Quoi. Donc voilà, a priori, si le PS si le PS ne censure pas très très vite, quoi qu'il en soit, il devrait ne pas y avoir de censure. Et donc effectivement, Basile Leroy sur le chat, il se passera rien du tout. Ça commence à être une théorie qui quand même prend tout son sens. Hein. Nothing ever happens, comme on dit. Mais là, on est vraiment sur de la politique fiction. C'est vrai que ça fait quelques semaines qu'on est là-dedans. On est un petit peu dans House of Cards, mais un House of Cards un petit peu de la Constitution française. On redécouvre notre 5e République. C'est très difficile d'imaginer ce qui va se passer, parce que même si on se retourne sur l'année précédente ou les 2 ans écoulés, c'était déjà inédit en plus. C'était déjà inédit. Donc on verra bien. Voilà, tu as bien présenté les différents scénarios. On verra ce qui va se passer. Il y a le scénario le plus basique, c'est les ordonnances. Il y a le plus positif, entre guillemets, c'est budget de compromis, encore positif, on s'entend. Et il y a le plus what the fuck, le plus what the fuck, c'est la voie vers l'article 16. Mais on verra bien. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile de prédire ça. C'est compliqué. Qui aurait pu prédire? Il y a des choses qu'on aurait pu prédire, mais alors là, franchement... C'est dur à prédire. Même Macron, je pense, n'en sait rien. Il navigue à vue. De toute façon, c'est pareil. C'est un truc qu'on a bien vu avec Macron un peu ces dernières années, au moins depuis la dissolution. Parfois, on prête à Macron un espèce de mastermind qui ferait des coups de billard à 3 bandes. Et même souvent, on prête des intentions comme ça dans le monde politique, alors que très souvent, les hommes politiques et les femmes politiques, ils ont tendance parfois à naviguer à vue et à être un petit peu plus paumés qu'on veut bien le croire. C'est ça. Mais là, ce qui est intéressant, je trouve, dans la séquence, c'est évidemment d'abord, tu as un Premier ministre qui veut jouer le jeu du parlementarisme, ou en tout cas qui mime cette volonté-là. Tu as celle de la gauche, les socialistes qui, eux aussi, sont dans un jeu de mime, afin de se montrer utile et responsable. Et en parallèle, tu as le président Emmanuel Macron qui, lui, joue le trouble-fête. Parce qu'en fait, il a encore eu une déclaration là en disant, en gros, il dénonçait ce qui empêchait les gens d'entreprendre. Je ne sais plus comment il a dit, je ne sais plus exactement sa formule, mais qui vient en plus mettre de l'huile sur le feu, alors qu'on est dans une période avec une assemblée morcelée, des forces qui essaient de trouver des compromis alors que tous les opposent, et qu'en plus il y a des échéances électorales qui approchent. En fait, chacun essaie de placer ses pions aussi dans cet objectif-là, et ce qui rend la partition encore plus difficile.